Ça y est, vous êtes à l'aise sur un framework, une librairie, vous allez enfin pouvoir vous détendre. Eh ben non, en fait, vous avez une avalanche de frameworks qui continue, qui reprend une grosse vague, des next-gen frameworks, que ce soit Quick qui est en V1, Solid.js et ses Signals qui fait Signal, on dirait en français, Signals en anglais, qui fait beaucoup parler de lui, Next avec sa nouvelle version majeure, Next 13, Remix et Astro et Fresh, et ça en est que quelques-uns. Sans mentionner que Angular 16 avec sa version 16, tout le monde, y compris l'équipe d'Angular, dit que c'est une version vraiment très marquante, c'est un tournant pour Angular. Comment faire pour survivre à cette avalanche de connaissances assimilées ? En préambule, je voudrais juste vous dire, rassurez-vous, vous n'êtes pas maudits, c'est pas propre à 2023. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le dev, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours, pendant que vous êtes en train d'apprendre quelque chose, il y a toujours les 2, 3, 4 concurrents qui sont en train de se tirer la bourre. Pour ceux qui se souviennent, est arrivé jQuery pour un peu mettre tout le monde d'accord. Il y avait Backbone.js qui était pas mal demandé aussi, notamment par des grands comptes. Ensuite, il y a eu AngularJS, puis Angular tout court, puis à ce moment-là, c'est React qui est monté, puis il y a eu Vue, puis il y a eu quelques outsiders comme Svelte, ça n'arrête pas. Donc, rassurez-vous, vous n'êtes pas maudits, vous n'avez pas choisi au mauvais moment. En plus, les IA aussi qui seraient en train de vous menacer aussi. Donc, voilà, c'est peut-être le truc un peu différent par rapport à ce qu'on a vécu nous. Mais bon, nous, ça fait un moment aussi qu'on nous dit qu'on va être remplacé, qu'on va être obsolète, qu'on veut être tout ce qu'on veut. On est toujours là. Alors, comment gérer ? On peut pas nier, c'est une réalité. Tout ce que je vais sortir, c'est des choses qui sont au moins en V1. Donc, c'est pas des choses en bêta ou en alpha un peu vagues qui aboutiront pas. C'est du solide. La première chose à faire pour résister psychologiquement, nerveusement, tout ce que vous voulez, c'est d'adopter ce que j'appelle l'attitude du paysan. Toute simple, c'est-à-dire que quand un paysan il plante quelque chose, il n'arrache pas tout avant finalement d'avoir eu sa première récolte et de la vendre. C'est pareil pour nous. Vous avez par exemple appris, mettons Angular, c'est pas la peine, si vous venez juste de l'apprendre, vous êtes à l'aise avec, c'est pas la peine de tout laisser tomber pour passer à autre chose dans la foulée. Il faut que ça paye. Il va falloir pendant, alors c'est à vous de définir combien de temps vous voulez que ça paye. Vous pouvez vous dire que vous voulez que ça paye pendant 6 mois, pendant 1 an. Quand je parle de payer, c'est financièrement. Donc c'est déjà un très bon indicateur. Donc déjà, ça vous met sur une attitude où vous devez, au bout d'un moment, faire en sorte, parce que, à moins que vous fassiez du dev en loisir, ce qui est tout à fait respectable, mais si c'est votre métier, si vous voulez être payé en échange de votre code, au bout d'un moment, il faut avoir l'attitude de se dire, il faut que ça paye, donc vous pouvez pas sauter sans arrêt d'un framework à l'autre, ce serait pas viable. En outre, si vous changez trop souvent avant d'être vraiment très à l'aise, avoir des notions avancées dans un framework, vous pourrez pas réinvestir facilement dans un autre framework. En gros, ce que vous allez vite découvrir quand au fil des années, vous passerez d'un framework à l'autre, vous vous rendrez compte qu'il y a vraiment des choses communes au framework. Par exemple, si vous êtes dans un framework comme Angular, vous savez qu'il y a des notions de components, vous découpez vos applications en components, il faut pouvoir les faire communiquer entre parents et enfants, il y a une certaine façon de découper son application, que ce soit d'avoir des services, d'avoir du routage, d'avoir des root guards, des guards, des choses comme ça, d'avoir certains design patterns que vous allez rencontrer dans un framework que vous verrez dans d'autres, que ce soit tout ce qui est pub-sub, comme vous publish and subscribe, que ce soit l'injection de dépendance. Donc l'intérêt, c'est justement de pas rester juste au stade où vous bricolez un peu sur un framework avant de passer à un autre, avant de passer à un autre, pour essayer de suivre. En fait, il vaut mieux en connaître bien un avant de s'intéresser à un autre. Donc déjà, adopter cette logique, vous dire, il faut que ça paye. Il n'y a pas de honte, il faut que ça paye. Vous devez payer vos factures, vous devez payer votre nourriture, tout augmente en plus en ce moment. Donc, à bout d'un moment, il faut que vos connaissances soient rentables, déjà ne serait-ce que financièrement. Plus vous serez avancé sur un framework, plus vous pourrez facilement passer à un autre framework, parce que vous allez voir des concepts, des architectures communes ensuite, vous allez les reconnaître. Et la troisième chose, c'est qu'il faut essayer déjà de savoir, d'avoir une vue, c'est un peu ce que font les architectes et les CTO, c'est d'avoir une vision à un moment donné à 30 000 pieds avant de fondre, si on peut dire, sur le framework de votre choix, pour savoir, pourquoi est-ce que vous aurez intérêt de choisir tel framework plutôt que tel autre. Donc, il faut prendre un peu de distance. C'est un peu paradoxal par rapport à ce qui était dit précédemment, mais il faut être capable, à un moment donné, de se détacher de la syntaxe et de voir ce qu'un framework apporte, pourquoi il est fait. Et vous allez dire que je suis obsédé par la nourriture et des choses comme ça, parce qu'on était déjà sur l'agriculture, maintenant on va passer à la nourriture. Mais quand vous avez découvert, vous avez du coup le couteau à steak, le couteau à poisson, un couteau à huître, etc., vous n'allez pas utiliser l'un à la place de l'autre. C'est pareil avec les frameworks. Il y a des frameworks qui sont vraiment faits, vraiment optimisés
pour un certain type de contenu. Par exemple, Svelte, le créateur de Svelte, Rich Harris, il a créé Svelte. À l'époque, il bossait pour un journal, je crois que c'était le Washington Post, parce qu'il avait besoin d'un framework qui proposait la création de contenu facile par des non-informaticiens. Ils pouvaient avoir des animations aussi parce qu'ils avaient beaucoup de courbes à présenter, que ce soit les économistes du journal ou des choses comme ça. Donc c'est pas étonnant pour ceux qui connaissent Svelte de voir que les animations sont intégrées dedans, par exemple. C'est justement parce que ce framework, il est né dans un contexte particulier de la presse qui fait qu'il a certains outils qui le rendent particulièrement propice à certains types d'applications. Angular, pourquoi est-ce qu'il est aussi populaire dans les grands comptes ? Parce qu'en fait, il a été conçu, il a une courbe d'apprentissage bien plus raide que celle, par exemple, de React, mais c'est parce qu'en fait, il est conçu pour des applications de moyenne ou grande taille. Donc, je dis pas du tout que React n'est pas fait pour des applications de grande taille, mais Angular, il avait vraiment ce côté grand compte déjà dans son ADN. C'est que ça explique que, par exemple, RxJS, c'est parce que ça explique, par exemple, que depuis le début, Angular avait adopté TypeScript, et il était beaucoup critiqué à l'époque, notamment par les gens qui étaient plutôt pour React ou pour Vue ensuite. Et ils n'aimaient pas le fait de voir, quand ils devaient passer à Angular, il fallait qu'ils se tapent en plus le passage à TypeScript. Alors si vous n'êtes pas de Java ou C#, ce genre de langage, ça faisait encore des nouvelles notions comme les génériques, comme le typage fort et tout ça intégré. Il fallait ensuite apprendre RxJS. Et c'est à lui tout seul, RxJS, il peut vous prendre autant de temps à monter en compétence qu'un framework en entier comme React. Et pourquoi c'est important ? Parce que vous avez des sites, imaginez un gros site dans lequel vous avez énormément de données articulées les unes par rapport aux autres. C'est là que quand vous utilisez RxJS, vous voyez tout de suite le bénéfice. Mais si c'est pour un petit site qui est un genre de blog un peu amélioré, c'est clair que RxJS, qui permet de gérer vos flux, d'articuler des flux, de merger des flux, c'est disproportionné, c'est une mitrailleuse pour tuer une mouche. Si vous êtes capable à un moment donné de sortir du code, de sortir de la syntaxe et de voir quel est le contexte d'un framework, pourquoi il a été créé, si c'est pas juste parce que quelqu'un s'ennuyait et puis il s'était dit allez, je vais créer un framework, c'est qu'il y avait une raison, il se sentait limité par d'autres frameworks existants, il voulait pousser dans une certaine direction. Le troisième point important, c'est de commencer à suivre des créateurs de framework comme vous le feriez pour des personnalités, je sais pas, comme pour des acteurs. Mais les acteurs vous aimez bien, je sais pas, que ce soit Edward Norton ou Jean Dujardin ou je ne sais qui. À un moment donné, vous savez que quand vous avez un film avec ce type d'acteur ou de réalisateur, vous savez à peu près à quoi vous attendre. C'est pareil avec les frameworks. Voilà, quand j'ai commencé à plonger dans Qwik, je savais que c'était Miško Evry, le créateur d'Angular, qui était derrière. Donc je me doutais qu'au niveau de tout ce qui allait être performance, ça allait être béton. Et c'est pas étonnant qu'il a fait de la performance avec Qwik quelque chose vraiment de très central. Où il a carrément voulu sauter la phase d'hydratation pour gagner en performance. Ça c'était quelque chose qui n'était pas surprenant, pas plus surprenant que ça. Tout comme si vous pensez à quelqu'un comme Evan You, le créateur de Vue.js, derrière, quand il a sorti Vite.js, c'est pas surprenant que vous pouvez commencer à vous intéresser, parce que quand quelqu'un comme ça, qui fait un framework bien né, commence à vous sortir des outils comme Vue.js, qui maintenant est adopté quasiment par tout le monde, et qui notamment, Vite.js a permis à des créateurs, Solid.js a donné un hommage vibrant dans une de ses conférences, si je retrouve le lien, je vous le mettrai, c'est dans une conférence, je crois que sur Vite.js 2022, il a dit texto que sans Vite, il aurait sans doute pas pu créer Solid.js, ou pas aussi rapidement. Mais ensuite, le critère supplémentaire à intégrer, en fonction du passage, après vous êtes à l'aise, par exemple, comme je vous disais, une fois que vous avez encaisser le cash de votre investissement initial sur quel que soit le framework, peu importe, vous pouvez aimer Angular, Vue, React, avoir votre préférence, c'est votre liberté. À un moment donné, vous dites, allez, tout ce qui est framework de nouvelle génération, je vais m'intéresser à ça. Eh bien, s'il y a certains packages d'auteurs que vous connaissez, que vous avez bien aimé, que vous avez trouvé très, très clair, ce sera déjà un bon indicateur de vous dire, oui, je vais m'intéresser à tel framework plutôt que tel framework. Donc je savais qu'avec Qwik, on m'intéressait à un Qwik, je prenais pas beaucoup de risques niveau robustesse, niveau ingénierie, niveau tout ce que vous voulez, que ça allait être super bien pensé, que ça allait être efficace, ça allait être tout ce qu'on veut, parce que c'est un gars, déjà à la base, Miško Evry, il était déjà costaud, c'est-à-dire que maintenant il se sert de ses connaissances acquises pendant presque 13 ans, je crois qu'il est resté 13 ans, quelque chose comme ça, chez Google, et qui décide de tirer des leçons de son expérience passée pour créer ensuite ab initio un nouveau framework. Vous doutez bien que ça va être potentiellement encore mieux qu'Angular. Et l'autre point essentiel, là en revanche c'est plutôt stratégico-financier, c'est de vous dire,
Vous avez probablement plus intérêt à vous mettre à suivre des frameworks qui sont soutenus, poussés, développés par des grosses boîtes ou qui peuvent bénéficier rapidement d'un très gros écosystème. Par exemple, j'ai toujours beaucoup aimé Svelte. Mais bon, maintenant je crois que c'est Vercel qui chapeaute Svelte. Mais au départ, c'était pas le cas. Donc c'était juste un projet d'un développeur qui a créé son framework dans une entreprise qui était même pas une entreprise tech, donc c'était un journal. C'est ce qui explique que ça a pas décollé pendant les premières années. Moi, j'ai eu une seule mission en Svelte en plusieurs années. Dites-moi en commentaire si vous avez l'occasion de faire du Svelte, que ce soit en tant que salarié ou freelance. Et c'est pas si étonnant que ça, parce qu'en fait, dites-vous bien que les DSI, ils ont des postes un peu politiques. Ils ont des ennemis, des gens qui les attendent au tournant. Donc si à un moment donné, vous avez un projet qui va dans le mur, comme il y en a malheureusement beaucoup, quand je dis aller dans le mur, ça ne veut pas dire qu'ils vont échouer, ça peut simplement vouloir dire qu'ils vont être en retard, coûter plus cher, etc., etc. Enfin, c'est pas que des problèmes de code, c'est aussi parfois des problèmes de synchronisation d'équipe ou de métiers qui est extrêmement complexes. Il y a plein de raisons qui font que des projets dérivent, voire échouent. Et donc, quand vous êtes DSI, si en plus, par-dessus, sur un projet qui échoue, eh bien, vous avez quelqu'un qui vous devez rendre des comptes, qui réalise que vous avez tenté l'aventure, tenté d'utiliser un framework qui n'est pas très populaire, ça va vous retomber dessus, en gros. Par exemple, si vous êtes sur un projet qui dérive, un projet Angular qui dérive, ou un projet React, on ne pourra pas trop vous attaquer dessus. Si par contre vous aviez essayé quelque chose d'un peu moins connu, d'un peu plus exotique, comme Svelte, là on risque de vous le reprocher. Donc il y a cette partie un peu politique dans les grandes boîtes qui font que il y a une certaine frilosité à adopter la nouveauté. Ceci dit, on est quand même en 2023 à une époque où les méta-frameworks deviennent la norme. C'est-à-dire qu'à une époque, on savait qu'il était quasiment pas possible de trouver un CDI ou une mission si on n'avait pas au moins un framework ou une librairie sur son CV, et puis c'est possible de maîtriser, pas que sur le CV. Maintenant, c'est en train de devenir la même chose sur les méta-frameworks. Or, tous ces frameworks, tous ces produits que je vous ai cités, que ce soit Quick, Solid.js, Next, j'ai même oublié de mettre Svelte, désolé petit Svelte, donc Remix, etc., Astro, ils ont tous et même Angular, il a son analogue, je crois, ils proposent tous des méta-frameworks. Toutes ces entreprises qui sont derrière ces gros frameworks. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quel que soit votre choix, vous allez devoir vous habituer à ces notions de méta-framework, où finalement c'est le full stack qui revient. Donc vous allez devoir gérer aussi bien la partie front, qui sera constituée de différents composants à articuler, mais aussi de devoir gérer, pour améliorer les performances et le SEO, ce qui est capital dans certaines missions comme le e-commerce. Eux, ils ont vraiment un intérêt immense à ce que leur site soit bien référencé. Eh bien, donc, ils pourront pas passer à côté des méta-frameworks. Et donc, quel que soit le framework que vous prendrez, de toute façon, ça va vous familiariser avec les méta-frameworks. Moi, personnellement, récemment, j'ai adopté plutôt Next 13. D'ailleurs, j'ai une formation sur Code Concept. Donc, cette formation Next 13 par la pratique. Et je vous mettrai un coupon, comme je vous disais, ou bien vous pouvez y accéder pour la modique somme de 29 € par mois. Franchement, en plus, vous aurez même celle sur React et TypeScript. Et pourquoi j'ai commencé par Next dans cette famille des frameworks? Tout simplement parce que derrière, il y a l'énorme écosystème, l'énorme communauté de React. Or, au niveau mondial, c'est React qui a gagné la guerre des frameworks. Ça ne veut pas dire que les autres vont disparaître. Certains disent même que Angular, notamment avec sa version 16, va peut-être prendre sa revanche. Mais au niveau mondial, quand on sort du contexte franco-français ou franco-belge ou franco-suisse, parce que je sais que Angular est très, très demandé aussi en Belgique et en Suisse, dans les grands comptes, de nouveau, eh bien c'est des concepts, des notions, tout ce qui tournera autour des méta-frameworks, du server-side rendering, de static-side generation, tout ce genre de choses. De toute façon, vous les verrez, quel que soit le méta-framework que vous choisirez, que ce soit Astro, que ce soit Remix, que ce soit Next, que ce soit Solid, etc. Vous allez, vous serez familiarisé avec toutes ces notions-là. Donc, de nouveau, quand vous apprendrez un de ces nouveaux frameworks, un de ces frameworks nouvelle génération, vous allez rentrer dans le bain de tout ce que vous verrez dans les autres. Tout ce qui est notion de cache et de revalidate, de cache, tout ça, vous allez le voir dans tous ces frameworks. Remix, j'avais commencé par Remix avant Next, mais en fait, j'ai bien vu qu'il y avait énormément moins d'offres avec Remix que Next, donc j'ai basculé sur Next. Tout ce que j'avais appris sur Remix a été facilement transférable sur Next.js. Et maintenant que je suis passé sur Quick,
c'est encore plus facilement transférable. Et également, c'est pour ça, comme je vous disais, que React au niveau mondial a gagné, ce qu'on réalise pas trop en France, parce que Angular est plus demandé en France, Belgique, Suisse. Je vous ouvre juste une petite page de Quick. Vous vous rendez compte que effectivement il y a plein de choses qui ressemblent à React. Si vous avez fait du React, vous allez vous sentir comme à la maison très vite. Qu'est-ce qu'on voit? Même les fragments sont là. On voit qu'il y a des logiques de components, on a des components. Bon, la syntaxe est un peu bizarre, vous arrêtez pas sur la syntaxe pour le moment. Alors les dollars, moi au départ ça me faisait tiquer. Au secours, j'avais l'impression d'être revenu sur du jQuery que j'aimais beaucoup à l'époque, mais après on a envie de passer à autre chose. Mais en fait ça veut simplement dire que les choses sont lazy loadées, parce qu'au bout d'un moment, après quand vous voyez des dollars dans Quick, vous appréciez, vous dites c'est bien, parce que c'est le signe que les performances seront meilleures. Vous allez voir des stores, les stores ça va vous faire penser énormément à la fois aux stores qu'on trouve dans l'univers de Redux que use, ça fait penser également hook, en fait c'est un hook. Les hooks commencent par use également, comme c'est le cas dans React. Et ces logiques de store, ça fait aussi pas mal penser à useState dans React, c'est pour ceux qui connaissent React. Vous avez aussi des signals. Et là, avec les signals, signals, je veux dire en anglais parce qu'en français on serait dire signaux, sinon ça sonne bizarrement. Ce serait comme dire cheval au pluriel. Et ça, de nouveau, pour vous dire, si vous vous intéressez à Solid, ça pourrait être votre tactique de vous dire, puisque tout le monde est en train d'adopter les signals, et que c'est Solid.js qui a popularisé les signals, en s'inspirant beaucoup de Vue au départ. Ryan Carniato, le créateur de Solid.js, a bien aussi rendu hommage à Vue pour toute la partie réactivité. Donc il s'était inspiré, mais lui il a allé ensuite plus loin au niveau de l'extrême granularité en fait de Solid.js avec les signals, mais ça mériterait une vidéo entière. Il se trouve que les signals, maintenant tout le monde est en train de les adopter. Quick a ses signals. Solid.js forcément, parce que c'est lui qui a popularisé le truc. Les créateurs de framework, ils sont pas arc-boutés sur une techno, et ils regardent ce que font les autres. Donc c'est pour ça qu'il faut pas devenir des fanboys, et dire moi je suis React, et React, moi je suis Angular, non. Eux, ils s'inspirent, ils regardent ce que font les autres. Après, ils ont des petites choses spécifiques, par exemple tout ce qui est résumabilité, qui permet de zapper toute la phase d'hydratation pour ensuite récupérer. C'est comme si vous mettiez sur pause l'application, vous pouviez la récupérer là où les tests. Donc, la résumabilité, c'est quelque chose que vous verrez pour l'instant uniquement chez Quick. Vous n'avez pas à trop vous inquiéter du fait qu'il y ait beaucoup de frameworks. À un moment donné, vous serez presque, je suis tenté de dire, naturellement porté à en choisir un plutôt qu'un autre. Prochainement, une vidéo proposera un tour d'horizon de Quick pour montrer les spécificités de Quick. Une autre ensuite sera consacrée à Solid.js, mais le prochain sur la liste ce sera Quick parce que ce concept de résumabilité est vraiment intéressant, c'est le seul à le proposer. Et ça montrera également, si vous êtes développeur React, à quel point il est facile de monter en compétence sur Quick. Quel est le méta-framework qui a retenu votre attention ces derniers temps? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Un petit like si vous aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.